Depuis Louis Bonaparte, à l'insu de Napoléon, fait exhumer le corps de son père et fit transporter à Saint-Leu, où il lui consacrait un monument. Charles Bonaparte n'avait été rien moins que devant. Il s'était même permis quelques poésies anti-religieuses et cependant, à sa main, il ne trouvait pas assez de prêtres pour lui à Montpellier, disait l'empereur, bien indifférent en cela de son oncle, l'archidiacre Lucien, homme d'église très pieux et vrai croyant. Mais longtemps après, dans un âge fort avancé, mort, au moment de s'éteindre, il se fâchait vivement contre Fesch, qui, déjà prêtre, était accuré en étoile, en étole et en surplis pour l'assister dans ses derniers moments, et le pria de la laisser mourir tranquille. Et il finit entouré de tous les saints leur donnant les instructions du sage et la bénédiction des patriarches. L'empereur revenait souvent sur ce vieux oncle qui lui avait servi de second père et qu'on était demeuré longtemps la chef de la famille. Il était archidiacre d'Ajaccio, d'une des premières dignités de l'île. Ses soins et son économie avaient rétabli les affaires de la famille, que les dépenses et les luxes des Charles avaient fort dérangé. Le vieux oncle jouissait d'une grande vénération et d'une véritable autorité morale dans le canton. Il n'était point de querelle que les paysans et les bergers ne vinrent sans soumettre volontairement à sa décision, et il les renvoyait avec ses jugements et ses bénédictions. Charles Bonaparte avait épousé mademoiselle Laetitia Ramolini, dont la mère, devenue veuve, s'était remariée à une capitaine Fesch dans des régiments suisses qui ont entretenu l'habitude dans l'île. De ce second mariage vint le cardinal Fesch, qui se trouve ainsi de mes frères de madame, et oncle de l'empereur. Madame était une des plus belles femmes de son temps. Sa beauté était connue dans l'île. Paoli, au temps de sa puissance, ayant reçu une ambassade d'Angers, au détenu voulut donner aux barbaresques une idée des traits de l'île, et on rassembla toutes les beautés. Madame était née le premier rang. Plus tard, dans un voyage pour voir son fils à Brienne, elle fut remarquée, même dans Paris. Madame, lors de la guerre de la liberté, Corse partageait souvent les périls de son mari, qui se montra fort chaud. Elle le suivit, parfois à cheval dans ses expéditions, spécialement durant sa grossesse de Napoléon. Madame avait eu grand caractère, de la force d'âme, beaucoup d'élévation et de fierté. Elle a eu 13 enfants. Elle peut facilement en avoir encore un grand nombre, étant devenue veuve à environ 30 ans, en ayant prolongé au-delà de 5 ans la faculté de voir. De ces 13 enfants, 5 garçons seulement, 3 filles ont vécu, et tous ont joué un grand rôle sur la reine de Napoléon. Joseph, l'aimé de tout, qu'on voulut mettre à bord dans l'église à cause de l'archevêque et Léon Marchebeuf, qui tenait la fouille des bénéfices, fit ses études en conséquence, mais il se refusa absolument lorsque le moment arriva de s'engager. Il était successivement roi de Naples et d'Espagne. Lui a été roi de Hollande et Jérôme
Westphalie, Elisa, grande-duchesse de Scane, Caroline, reine de Naples, Pauline, princesse Borghese, Lucien, qui son second de mariage est une fausse direction de caractère, priveront sans doute d'une couronne. On oublie du moins son opposition de ses différends en venant au retour de l'île d'Elbe, se jeter dans les bras de Napoléon dans un moment où il était loin de regarder ses affaires comme assurées. Lucien, disait l'empereur, eut une jeunesse orageuse. Dès l'âge de 15 ans, il fut mené en France par M. de Sémonville, qui en fit de bonne heure un révolutionnaire zélé et un clobiste ardent. Et à ce sujet, Napoléon disait qu'on trouvait dans les nombreux libelles publiés contre lui quelques adresses ou lettres signées Brutus Bonaparte ou autrement qu'on lui attribuait. Il n'affirmerait pas, continuait-il, que ces adresses ne fussent de quelqu'un de la famille. Tout ce qu'il pouvait assurer, c'est qu'elles n'étaient pas de lui, Napoléon. J'ai vu le prince sien de fort près au retour de l'île d'Elbe. Il eût été difficile de montrer des idées politiques plus saines, mieux arrêtées, ainsi qu'un dévouement plus absolu, ni mieux intentionné. Mardi 22 au samedi 26. Le 22, nous eûmes connaissance de Madère. Nous arrivons devant la porte de la nuit. Du bâtiment se feront envoyer au nuage pour les besoins de l'escadre. Le vent était très fort, la mer fort grosse. L'empereur s'en trouve gêné et j'en fus fort malade. Il ventait que devant l'air était excessivement chaud et comme chargé de sable extrêmement fin. C'était ce vent terrible du désert d'Afrique qu'on transporterait jusqu'à nous les éminations. Ce temps dura toute la journée du lendemain. La communication avec la terre devint très difficile. Cependant, les consuls anglais vinrent à bord. Ils nous dit que depuis nombre d'années, l'on n'avait eu autant pareil. Toutes les vitres de la ville étaient brisées, on respirait à peine dans les rues et récolte de vin était perdue. Durant ce temps, nous courions débordés devant la ville. Nous continuons ici toute la nuit suivante et les journées du 24 que nous embarquâmes. Des bœufs et d'autres provisions, comme des oranges, nos mûres, des mauvaises pêches, des poires sans goût, mais des figues et du raisin excellents. Les soirs, nous fîmes route avec une grande rapidité, le vent étant demeuré toujours très fort. Le 25 et le 26, on mit en panne une partie de la journée pour distribuer les approvisionnements dans l'escadre. Le reste du temps, on fit bonne et grande route. Rien n'interrompait l'uniformité de nos moments. Chaque jour passé lentement en détail. On grossissait un passé qui, en masse, nous semblait court parce qu'il était sans couleur et que rien ne le caractérisait. L'empereur avait accru le cercle de ses diversions d'une partie de piquet qu'il faisait assez régulièrement vers les 3 heures. À ce piquet succédèrent quelques parties d'échecs avec les crèmes, Maréchal, M. de Montalon, ou quelques autres. Ce qui conduisait au dîner. Il n'y avait personne de très fort aux échecs,
sur le bateau, l'empereur était infiniment peu. Il gagnait avec les uns et perdait avec les autres, ce qui les conduisit en soit à dire. Comment se fait-il que je perde très souvent avec ceux qui n'ont jamais gagné celui que j'ai gagné presque toujours? Cela n'implique-t-il pas contradiction? Comment résoudre ce problème, dit-il en clignant de l'œil pour faire voir qu'il n'était pas la dupe de la galanterie habituelle de celui qui en effet était le plus fort.